À partir du moment où tu injectes de l'argent dans ton travail, il y a des gens qui se penchent sur toi. Voilà, il y a des gens qui veulent mettre de l'argent, il y a des gens qui veulent... tout d'un coup, tu es dans une relation client-prestataire et tu t'intègres. Donc forcément, ton histoire, elle circule dans ces réseaux-là. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Je suis très heureux, Fibre, de t'avoir dans ce micro. Vraiment, merci beaucoup de venir. Merci. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es donc Fibre Tigre, hein. Oui. Comment tu te définis tu racontes des histoires, non? C'est ça, on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Alors, comme c'est un podcast sur l'argent, ouais. En fait, on peut raconter des histoires comme un baladin et pour le plaisir de raconter une histoire. Mais je vais jusqu'au bout du délire de la monétisation puisque je raconte des histoires et je me fais payer pour ça. Et aussi, en général, il y a une marque, parfois très noble, parfois ça peut être le CNES, ou, je sais pas, une association sur les droits d'asile, mais parfois c'est Canal+, ou pire, une banque qui vient me voir et qui me dit... Non, mais parce que non seulement il faut raconter la banque, tu vois, et raconter la réalité et en faire quelque chose d'intéressant, mais en plus, effectivement... Et d'aucuns pourraient le dire, on angélise un petit peu la banque. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu une banquière dans le cadre d'une OP sur les assurances. Et à un moment, elle a dit mais n'empêche qu'on oublie que c'est un beau métier mutualiste, il y a une vraie cause derrière, etc. Bon, je ne l'ai pas contredit. Et dans le fond, ça se discute pas. Oui. Et c'était le client qui voilà. Mais effectivement, voilà, jusqu'où j'en discute souvent avec ma femme et avec mes partenaires aussi. Jusqu'où on peut accepter un contrat, c'est-à-dire est-ce qu'on peut travailler pour l'armée, est-ce qu'on peut travailler pour Total demain. Je pense que j'ai mes limites, mais je les dirai pas parce que peut-être il y a un client qui écoute ça. Voilà. Mais tu vois, chez Mademoiselle, on avait fait une OP avec l'armée de terre qui cherchait à féminiser ses rangs, et en fait, je trouvais ça trop intéressant. Ils nous ont mis en contact avec des femmes qui faisaient partie de l'armée et qui racontaient un petit peu leur quotidien, etc. On s'en est pris plein la gueule sur Mademoiselle, mais peu importe, parce que moi je trouvais ça hyper aligné par rapport à tout ce qu'on avait pu faire auparavant. On cherchait à faire recruter des ingénieurs femmes, tu vois. Bah pourquoi pas dire aux jeunes femmes qui sont là, bah en fait l'armée recrute des femmes. Il y a plein de métiers différents qui sont autres que juste d'aller sur le terrain, quoi, et au combat. Oui, j'ai pas de... Enfin, il faudrait qu'on discute philosophiquement sur l'armée. Il y a des gens qui disent... on peut aimer l'armée, mais pas aimer la guerre, par exemple. Ouais. Voilà. Mais l'armée, en termes marketing, est très intéressant parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils ont une volonté de communiquer. Et il n'y a aucun influenceur qui veut bosser avec eux, sauf 2 exceptions. Thibaut InShape, voilà, qui est vraiment monsieur armé. Et les wannabe Thibaut InShape. Tu sais, il y a des influenceurs sport qui veulent absolument être dans le sillon de Thibaut InShape, donc ils font un peu ce qu'ils fait sans réfléchir. Voilà. Donc effectivement, c'est des belles OP, mais les grosses régies commerciales rêvent de trouver l'influenceur qui acceptera de parler de l'armée. Et nous-mêmes, parfois, on est approchés et on a des
tu vois, imagine une émission où on raconte des choses et on est sur un porte-avions avec des rafales derrière, tu vois, ce serait trop beau. Mais ouais, effectivement, dans le fond, quand on voit les influenceurs, eux-mêmes d'ailleurs, je les en remercie. C'est un peu un garde-fou pour moi. Ils me disent, mais Fibre, de quoi on va parler et qu'est-ce qu'on fait vraiment, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire, quitte à ne rien faire, tu vois. Voilà. Donc merci à eux d'être les garde-fous de mon appât, pas du gain, mais de faire des choses pour faire des choses, quoi. De faire des choses pour faire des choses. Ouais. Parfois on a envie d'exister, tout simplement. Alors j'en profite pour dire qu'on a fait un épisode d'histoire de succès ensemble, et que les gens qui sont intéressés par, d'une manière générale, ton histoire peuvent aller écouter. On raconte un petit peu ton parcours et comment t'en es venu à devenir baladin, comme tu dis. Mais c'est vrai que j'avais envie de discuter d'argent avec toi. T'as pas écouté le podcast. Tu fais partie des rares invités qui l'ont pas écouté, mais c'est pas grave, c'est ok. Et en gros, moi, l'idée, c'est vraiment d'essayer de creuser un petit peu la psychologie qu'il y a autour de l'argent et ta psychologie de l'argent, en sachant que de ce que je connais de toi, donc je mettrai plein de liens dans les notes pour que les gens qui te connaissent pas aillent découvrir ton travail. Il y a un côté chez toi très pragmatique, j'ai l'impression, à la fois dans ton travail qui est malgré tout très créatif, quoi, parce que tu inventes vraiment des histoires, tu inventes des univers, enfin, il y a plein de trucs que tu fais. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que dans ta façon de voir les choses, il y a un côté très... faut mettre les bonnes cases dans les bonnes cases, quoi. Les bonnes choses dans les bonnes cases. Il y a deux raisons à cela, on va dire trois, parce que moi j'ai une formation ingénieur et souvent, effectivement, j'ai une approche ingénieur de la création, c'est-à-dire je prends des pièces de puzzle, je les assemble. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que, en fait, très longtemps, moi, Fibrotique, il existe depuis 2010 environ. Mais en fait, de 2000 à 2010, j'ai écrit des histoires. Et vraiment, ça m'est arrivé de fabriquer un jeu vidéo pendant 1 an, même d'être dans un musée et d'avoir au final 4 joueurs, tu vois. Et à un moment, j'en pouvais plus. C'est-à-dire, j'en avais marre d'être un type qui écrit, qui est jamais lu. Et j'ai dit, OK, maintenant, je vais passer mon temps à communiquer sur moi, à réfléchir. Donc j'ai créé un personnage, voilà. Et effectivement, à partir du moment où tu injectes de l'argent dans ton travail, il y a des gens qui se penchent sur toi. Voilà, il y a des gens qui veulent mettre de l'argent, il y a des gens qui veulent... tout d'un coup, tu es dans une relation client-prestataire et tu t'intègres. Donc forcément, ton histoire, elle circule dans ces réseaux-là. Et ça... Pragmatiquement, ça marche, tu vois. Donc, du coup, t'es lu. Et effectivement, aujourd'hui, quand je fais une histoire qui passe sur Twitch, par exemple, dans le cadre d'une émission qui s'appelle Game of Roll, il y a tellement d'économies derrière. Enfin, ne serait-ce que parce qu'il y a, je sais pas, 30 personnes derrière une seule émission, il y a au moins 30 personnes qui regardent l'histoire d'une certaine façon. Mais en fait, il y a aussi leurs cousins, voilà, et puis tous les influences, toute la rivière d'influence qui va avec. Oui. Donc, vous avez des dizaines de milliers de spectateurs sur cette émission. Voilà, c'est pour ça que mais c'est parce qu'il y a, c'est aussi quelque chose qui s'est construit au fil des années. Oui. Quand tu dis, quand tu injectes de l'argent dans ton travail, t'as dit, qu'est-ce que tu as fait par exemple pour à un moment donné te dire ok, je vais injecter de l'argent? Qu'est-ce que tu as injecté comme argent? Alors comment l'argent, il est pas toujours d'ailleurs comptablement, il est pas toujours en forme de trésorerie ou de cash, ça peut être du travail, de la sueur. Et effectivement aujourd'hui encore et depuis 2010, tous les jours, j'ai une case dans mon Excel qui dit communiquer sur mes projets. Et tous les jours, je communique sur mes projets sur tous les réseaux. Et bon, ça fait partie de la professionnalisation des choses, mais aussi tout simplement, j'ai un agent aujourd'hui. C'est-à-dire que par exemple, j'arrête. Toi, c'est très particulier, mais si quelqu'un me dit, ça dirait de venir là, j'arrête de dire oui, je viens, c'est trop marrant. J'envoie ça à mon agent et je dis, tu négocies au max, tu vois. Et je vais même dire que je monétise mes refus. C'est-à-dire que parfois, tu as un gars assez riche qui te propose un contrat incroyable. Et pour ne pas travailler avec lui, mais pour me valoriser, je lui donne un prix trop cher. Okay. Pour un truc avec 5 000 euros, je lui dis, tu sais quoi, c'est 25 000 euros. Comme ça, soit il dit oui, du coup, je vais travailler pour lui pour un bon prix, tu vois. Mais en général, il dit non. Mais dans sa tête, il dit, bon, vraiment, il exagère. Mais quand même, s'il y a des gens qui l'acceptent à 25 000, c'est qu'il doit avoir de la valeur, tu vois. Donc ça me valorise un peu. Donc, en fait, tu vois, il y a une sorte de raisonnement économique qui marche comme ça. Et les agents existent, et Dieu sait que les agents coûtent cher et parfois ils sont enquiquinants, mais leur simple existence en fait est compris aux États-Unis. Et là, parce qu'en fait, on a toujours du mal à s'auto-évaluer. Tu vois. C'est pour ça que, tu vois, il y a un conte de fées
le marquis de Carabas et le chapeauté, tu vois, le chaboté. Le chaboté, Voilà. En fait, le chaboté, il prend un mec random et il dit, regardez, c'est le marquis de Carabas. Du coup, tout le monde le respecte. Bah, c'est un peu ça, l'agent, tu vois. C'est un gars qui va dire, non, mais attendez, fibre optique, c'est 25 000 €, tu vois. Alors, il dit, mais je n'ai que 10 000. Ok, on prend les 10 000, alors que moi, j'aurais dit gratuitement parfois sur certaines choses, voilà. Donc, il y a ça, mais pour répondre à la question sur la troisième raison, pour laquelle j'injecte de l'argent dans mes processus de création, et j'en ai parlé en fait l'autre jour, j'étais à Genève, on parlait création d'histoire justement, et enfin on parlait aussi éducation des jeunes. C'est que l'argent, on dit l'argent il a pas d'odeur, mais je trouve qu'il y a un truc aussi, c'est que l'argent il est aveugle. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on est feignant, on peut faire beaucoup d'argent en se comportant mal. C'est typiquement tout ce qu'on dénonce dans le capitalisme, les licenciements abrupts, les délocalisations, les cryptos, l'abus de spam, de publicité, tout le côté qu'on doit dénoncer malsain des entreprises. Mais en fait, tout ça, c'est de l'entreprise feignante. C'est-à-dire qu'en gros, le spam qu'on déteste tous, c'est des gars qui se disent, c'est quoi, tu automatises l'envoi, tu fais rien et tu vas avoir 4 réponses sur 1000 où tu vas gagner de l'argent. Et effectivement, t'as rien à faire. Et en fait, tu vois, c'est de la fainéantise. Tandis que on pourrait imaginer une entreprise d'anti-spam qui dit, tu sais quoi, on va envoyer que 4 mails au lieu d'en envoyer 10 000, et en fait, c'est 4 mails qui vont marcher. Mais ça nécessite de l'intelligence, ça nécessite de la sueur. Et ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai des petits problèmes de relations sociales. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu es la première personne à qui je parle depuis 2 jours. Parce que je suis resté chez moi à bosser, je t'ai rencontré hier. Voilà. On s'est croisés donc, par hasard. Voilà, je suis rentré de Genève genre mardi midi, et de mardi midi à maintenant, j'ai rencontré que toi dans la rue complètement par hasard. Et j'ai un peu de mal à discuter avec les gens. J'ai un peu de mal à dire aux gens que je les aime bien ou qu'au contraire, ils ont fait du mauvais travail. Mais l'argent est un bon moyen d'avoir des relations. C'est-à-dire que quand tu as des relations client-fournisseur avec tout le monde, que tu dis voilà, on a atteint les objectifs ou pas, t'as pas à les juger, tu vois. Et tu peux aussi, même si quelqu'un se comporte mal, tu peux dire bah écoute, je te paye, c'est cool, on travaille plus ensemble, tu vois. Et donc moi, ça me permet aussi de gérer des relations humaines que j'arrive pas à faire. Okay. Voilà. Et donc je veux dire aussi, c'est que j'ai expérimenté beaucoup avec Webedia, qui est une énorme boîte pour qui j'ai travaillé et qui est vraiment pour expliquer un peu, Webedia, c'est vraiment le plus gros pôle d'influenceurs qui produit des influenceurs, qui les monétise, qui voilà. Et Webedia, c'est vraiment la société qui a pas de cœur. Mais comme elle a pas de cœur, elle a ni amour ni haine, tu vois. Et je trouve ça fascinant parce que moi je les trouve ultra puissants mentalement. C'est-à-dire j'aimerais être ces gens-là. J'aimerais ne pas éprouver d'émotions parce que j'en ai trop. Et en fait ces gens-là, ils vont comment dire, même si tu les insultes, si tu as des relations hyper hostiles avec eux, si tu peux leur apporter de l'argent, ils vont te contacter comme si t'étais leur meilleur ami, tu vois. Ils vont dire viens, j'ai un contrat pour toi. Et inversement, si t'es leur meilleur pote, mais que tu n'as pas de valeur à leurs yeux, tu ne pourras jamais travailler avec eux. Et enfin, j'exagère un peu, mais en gros, tu grossis un peu le trait, mais c'est ce que je ressens avec cette entreprise. Et du coup, enfin, comment dire, j'ai vraiment, je suis content parce qu'en plus, j'ai travaillé avec eux, puis plus du tout, puis ils m'ont dit ciao, tu vois. Et en fait, je leur en veux pas parce que la seule règle, c'était la rentabilité. Et effectivement aussi, d'une certaine façon, moi, ça me ferait chier de raconter des histoires pour des gens qui ne les regardent pas et que une tierce personne, fût-il milliardaire, dépense de l'argent pour que je raconte des histoires pour que des personnes ne les regardent pas. Tu vois, ça sert à rien d'avoir un boulot qui n'a pas de sens. Ouais. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Enfin, ça me convenait en ce qui me concerne. Disons que tu préfères avoir la plateforme, c'est ça ? En tout cas, pour toi, l'important, c'était d'avoir la plateforme et des gens qui viennent écouter, consommer, entre guillemets, tes histoires, c'est ça ? C'est ce que je dis souvent, parce que tu vois, en France, pour parler d'argent, on a l'exception culturelle. C'est-à-dire que la France a décidé, et c'est un débat, c'est-à-dire je suis pas braqué sur le sujet, mais la France a décidé que si tu allais créer quelque chose qui a une valeur intellectuelle, mais jugée par un comité, mais que tu vas avoir 0 spectateur, tu mérites quand même d'exister. Alors, ça marche pour tous les secteurs, sauf un secteur qui est le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, on te donne des fonds si tu as quand même une espérance d'audience. Ouais. Et moi, à titre personnel, alors on peut imaginer faire des choses, mais moi, à titre personnel, non, je veux que quand je fabrique une histoire, que les gens la lisent. Et je veux avoir
le revers de la médaille, enfin, je veux la monnaie de ma pièce. C'est-à-dire que si toutefois j'ai fait quelque chose une mauvaise histoire, les gens ne vont pas l'aimer, ne vont pas l'écouter, et je vais en tirer une leçon, je vais essayer d'être meilleur, tu vois. Tandis que si, à chaque fois que j'ai fait une histoire, quoi qu'il arrive, j'ai mon chèque à la fin du mois, c'est pas comme ça que je vais m'améliorer, tu vois. Et même à un moment, je pense qu'il faudra même que je me dise, ça y est, je suis ringard, allez, je change de métier, je fais autre chose, et parce que je trouverai plus mon audience. Et bon, voilà, après, effectivement, si y a des créateurs qui sont à la rue, ils ont besoin d'aide, c'est un autre sujet. Mais tu vois, en fait, c'est pour ça que la question de l'exception culturelle, qui fait débat, et je suis pas quelqu'un forcément de droite, donc voilà, j'ai écouté le discours de Justine Triet, et en plus ça au Festival de Cannes. Voilà, exactement. Ouais. Et en plus, son discours sur l'exception culturelle, il est légitime en soi, mais son film, du coup, il a bien marché, tu vois, donc on est hors de l'exception culturelle dans ce cadre-là. Et donc voilà, c'est beaucoup de choses qui sont en commun, qui sont en marche. Mais moi, de toute façon, on est le produit de son environnement. Et là, chez Webedia, on m'a tellement dit, il y a que l'audience qui compte, il y a que la monnaie qui compte. Enfin, surtout l'audience, parce que l'audience entraîne l'argent. Oui. Que moi déjà, je regardais tout le temps mes courbes d'audience tout le temps. Et aujourd'hui, l'audience, c'est très important pour moi. Alors peut-être qu'un jour, je changerai. Mais aujourd'hui, je suis un peu le produit de ces dernières années, et ces dernières années disent audience. Et tu l'étais pas forcément il y a encore quelques années. C'est vraiment la culture de travailler avec Webedia qui t'a amené là, quoi. Je sais pas, mais chez les créateurs, il y a souvent le syndrome de l'artiste maudit, qui est de dire, je vais faire quelque chose, et limite, ça m'arrange si je suis pas lu, parce que déjà, je suis pas exposé, y compris aux critiques. Et tant que je suis pas lu, en fait, je peux me targuer d'être incompris, tu vois. Tandis que si voilà, t'es lu et t'es compris, on peut dire que t'es de la merde, et effectivement, tu peux en souffrir. Mais il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui s'auto-détruisent, qui sont sur le point de réussir et qui arrêtent tout parce qu'ils disent non, je veux garder le contrôle, ou même je ne veux pas. Mais je souffre un peu de ça aussi. C'est-à-dire, je veux pas risquer l'échec. C'est-à-dire, mon livre, mon film, mon jeu vidéo est sur le point de sortir. C'est quoi? Attendons 1 ou 2 ans parce que je suis pas prêt mentalement. Voilà. Tu sais, on parle souvent du plafond de verre en termes de salaire, etc. Mais je crois qu'on oublie un peu qu'il y a un plafond de verre qui peut exister en termes de visibilité. Et en fait, il y a des gens qui sont incapables de passer des caps de visibilité parce que, comme tu dis, en fait, ils peuvent s'autodétruire, etc. Moi, il y a un truc que j'aime bien, une question que j'aime bien poser, c'est en fait, quel est le bénéfice caché à rester dans cette situation? Je trouve ça trop intéressant. Quand t'as un plafond de verre que t'arrives pas à passer en termes de visibilité, c'est quoi le truc? Le bénéfice caché qu'il y a derrière, et pour faire en sorte que tu pètes pas ce plafond. Trop intéressant. Enfin, comment dire, après, je sais pas toi, mais je sais que tu as mangé ton pain noir il fut un temps, mais en fait, tout simplement, alors moi, j'ai de la chance, j'ai une commune très très bienveillante, mais effectivement, il y a ce côté qui est réel, qui appartiendrait peut-être à un autre podcast, mais t'as un commentaire négatif, il a le poids de 400 commentaires positifs. Et effectivement, il y a des gens, et je pense notamment aux femmes qui sont exposées sur Twitch, tout ça, elles ont des commentaires négatifs en permanence. L'exposition, vraiment, elle se paye cher. C'est dur, quoi. Ok, merci pour cette intro en tout cas, mais on va rentrer dans le vif du podcast. En fait, c'est intéressant parce que de tout ce que tu m'as raconté, j'ai déjà peut-être un peu l'idée de ce que tu vas répondre à cette question, mais la première question que je pose, c'est à quoi, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est un vrai truc, mais moi déjà, pour mon entourage, je suis perçu comme le mec qui est intéressé par l'argent. Mais parce que moi, en fait, j'aime bien structurer les projets et les contrôler, structurer les choses que je fais. Et tu peux avoir plein d'approches. Tu peux dire, moi, par exemple, je vais structurer ma vie en fonction du temps libre que j'ai. Mais le temps et l'argent, c'est un peu comme le temps et la matière, enfin le temps et l'espace-temps dans la physique, tu vois, c'est un peu la même chose. Tiens, on dit le temps, c'est de l'argent. Et effectivement, comment dire, tu sais, les milliardaires qui disent on a tous 24 heures dans une journée. Ok, gars, mais toi, quand tu fais Paris-Marseille en jet privé et que tu peux travailler tranquillou dans ton jet et que ça dure qu'une demi-heure, c'est pas pareil quand moi je me tape un retard SNCF de 8 heures et qu'il n'y a pas l'électricité dans le train, tu vois. Donc, en fait, non, on n'a pas tous 24 heures, surtout s'il y en a des gens qui ont de l'argent. Mais donc, effectivement, moi, je structure mes projets avec de l'argent, c'est-à-dire que aujourd'hui, demain, je me dis, tiens, je vais occuper mon temps à faire ça. Ça va coûter combien? Comment on va trouver l'argent? Et quelle équipe on va s'entourer? Et comment on va faire ça? Donc, effectivement, il y a une sorte de schéma relié
et donc qui décide de la vie et de la mort des projets. Et effectivement aussi, j'ai tendance à dire un peu oui à toutes les opportunités pour acquérir de l'expérience. C'est souvent perçu comme mais j'ai pas vraiment besoin d'argent déjà. Je pense que je suis riche, non pas par rapport aux Français moyens, mais de par mon niveau de vie. Ok. Voilà, j'ai un niveau de vie plutôt modeste. Et donc je suis riche et je n'ai pas besoin de gagner au loto. Tu dépenses pas beaucoup d'argent, c'est ça? Non, très très peu. Et t'as une grosse rentrée d'argent? T'as eu un héritage ou un truc comme ça qui te permet aujourd'hui de pouvoir te dire je suis ok, c'est tranquille pour moi? Non. Alors déjà, première chose. Alors si, j'ai eu une rentrée d'argent il fut un temps puisque j'ai fait un jeu vidéo, Outder, qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Ok. D'accord. Donc c'est bien. Donc ça, c'est beaucoup d'argent, Ouais, j'imagine. mais c'est pas toute la vie. Voilà. Oui. Et C'est pas une rente en tout cas. voilà. Et le problème aussi d'être auteur, c'est que on a notre salaire une fois par an, le royalties. Ouais. Et donc quand tu as le salaire en janvier et que tu dois tenir avec ce salaire, tu marches sur l'année et tu dis toujours il y a peut-être un coup dur en août, tu vois. Et donc voilà, et à la fin tu te retrouves à la fin de l'année, tu as dépensé très peu, mais bon, c'est comme ça. Et donc à l'année c'est compliqué. Mais même en fait, comment dire, il y a aujourd'hui en 2023, contrairement en 2000, dépenser de l'argent c'est ne pas être écologique malheureusement. Et moi je prends le train, donc je pourrais avoir une voiture, mais c'est pas écologique, ou l'avion. Je pourrais voyager, mais c'est pas écologique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? S'enrichir culturellement, mais c'est pas Netflix. Enfin, je veux dire, tu vois, aujourd'hui, Oui. pour voir des films, c'est tellement peu cher par rapport aux années 80. Il faut aller dans un vidéoclub, Ouais. et voilà. Donc, en gros, voilà. Et moi, je dis souvent, le meilleur plat du monde, tu vois, le plat de luxe chez Gagnère, là, dans le 8e arrondissement, je crois que c'est 300 €. C'est-à-dire que si tu veux manger le meilleur plat du monde entier de l'univers, il faut juste que tu économises 300 €. Donc, voilà. Ça reste accessible. Voilà, c'est ça. C'est cher pour plein de Français, Ouais. mais si tu veux te faire un kiff une fois, ça reste accessible. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai des problèmes à dépenser mon argent, c'est que je vis très largement en dessous de mon niveau de vie, très bien. Et tant mieux parce qu'aussi, j'ai organisé ma vie. Enfin, je me suis jamais vu à la retraite. Ouais. Donc je cotise pas vraiment, on va dire. Là, je crois qu'à la retraite, je vais toucher genre 8 € par mois. Donc heureusement que j'ai des royalties, tu vois. Mais en vrai, je me vois pas arrêter de travailler. Je me vois pas, à 60 ans, dire hey, ça y est, je suis à la retraite et j'arrête de travailler. Je vois pas dans quel monde ça arrivera. Donc T'as quel âge aujourd'hui? 45. Ok. Voilà. Et je suis de moins en moins riche, voilà, mais voilà. Et donc sinon l'argent. Tu veux dire que l'argent que t'as gagné sur ton jeu vidéo, tu le dépenses petit à petit, c'est ça? Il y a un côté où tu t'es dit ok, c'est une manne à un moment donné, j'ai gagné. Alors après, j'ai pas gagné tant que ça parce que quand t'as plein d'argent d'un coup, souvent tu le gères pas bien et t'as. Ah, t'as fait ça alors? Non, c'est pas ça, mais là maintenant, je pense que je suis incollable sur les impôts, mais Ouais. Ah oui. mais effectivement, le pire chose qui puisse arriver hors gagner au loto, c'est de gagner de l'argent de façon très brusque d'un coup, parce que la France n'a pas d'architecture adaptée pour ça. Ouais. Et après, je suis contre l'exil fiscal. Très cyniquement d'ailleurs, parce que l'exil fiscal, c'est un mauvais calcul financier. C'est à partir du moment où on s'exile fiscalement, en fait, on s'exile aussi, pratiquement physiquement de la structure française, et donc fini les subventions, fini toute l'infrastructure que peut apporter la France. Donc vraiment très cyniquement, je dis aux gens parce que les streamers, ils sont. Quand ils touchent 1 million d'euros, ils touchent 1 million d'euros. Ils ont pas, ils sont en pleine marge. Donc, je leur dis surtout, n'allez pas vous exiler fiscalement. C'est vraiment le mauvais move, quoi. Voilà. Il y a eu plein d'histoires où justement il y a eu des streamers Twitch qui sont allés vivre à Malte. Il y a eu tout un cirque avec ça, où ils étaient allés obligés, entre guillemets, bien sûr, d'aller vivre là-bas 6 mois par an. Donc, ça s'est su, ça fait du buzz. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est vraiment une décision de vie primordiale qui va t'affecter toute ta vie, y compris celle de tes enfants, parce que t'as plus la sécu, etc. Et juste pour l'argent, juste pour gagner, juste pour pas payer 500 000 € d'impôts quand t'en touches 1 million. Enfin, je trouve ça complètement fou. Enfin, tu vois, déjà 500 000, c'est énorme. Tout le monde, il y a des gens, ils voudraient avoir 20 000, tu vois. Donc vraiment, mais c'est tellement un truc de petit cerveau, tu vois. Mais bon, c'est tant pis. Je pense ils tireront les conclusions à un moment, ils reviendront, quoi. Donc tu m'as pas dit. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis argent? L'argent, en France, c'est connoté négativement. Et pour toi?
Est-ce que j'ai des soucis d'argent? Non. J'ai jamais eu si il m'est arrivé une fois juste avant la sortie du jeu vidéo, juste avant la sortie de Out There, le jeu qui s'est vendu 1 million d'euros. On en a vendu 100 000 la première semaine. Waouh. Vraiment un mois avant, parce qu'on l'a sorti en février, j'ai reçu un courrier de l'EDF qui me disait OK, on vous met sur la liste des gens qui ont trop peu d'argent, donc vous allez avoir un tarif spécial. Voilà. Okay. J'étais pas inquiet parce que je suis ingénieur, donc j'aurais pu trouver un boulot, tu vois. Mais ouais, donc j'étais à ce point-là d'argent. Et ça s'est bien passé. Mais oui, je dirais que l'argent, ce qui m'angoisse surtout, c'est les gens qui me payent pas ce qu'ils me doivent. Voilà. Donc en gros, je place l'argent un petit. En fait, en gros, voilà, j'ai rien de plus précieux que mon temps. Je passe mon temps à faire des choses et souvent ce sont des choses qui sont un peu pénibles. Désolé de dire ça à des ouvriers qui visent des écrous, mais parfois aussi écrire des histoires pour un client que t'aimes pas, c'est pénible, tu vois. Et effectivement, tu écris des histoires pour un client que t'aimes pas et ce client il te paye pas, tu vois. Et ça, vraiment, j'ai vraiment envie parfois d'aller sur place, tu vois, et vraiment de gueuler un bon coup en disant mais oh, ça va, tu vois, et faut me payer, tu vois. Et alors que je ne meurs pas de faim, mais c'est juste putain, c'est mon temps, quoi. Tu vois, ça me fait chier. Je l'ai fait à 4 reprises en 15 ans chez Mademoiselle. Tu t'es déplacé Je suis allé, en fait, ils me payaient pas. J'ai quand même attendu pas mal, genre 6 mois, tu vois. Et en fait, au 6e mois, je leur envoyais un mail en leur disant, c'est un tips pour les entrepreneurs et tout, ça marche 100%. Bonjour, merci de préparer un chèque d'autant. Voici la facture ci-jointe. Je viendrai tel jour, telle heure, et je ne repartirai pas sans mon chèque, cordialement. Je l'ai fait 4 fois. Ouais. Franchement, ça a marché à merveille. Ah ouais, 4 fois en 15 ans, ça va, en vrai. Mais en fait, forcément, ils cherchaient à esquiver, tu vois. Ouais. Et j'ai dit, mais c'est pas un problème, moi j'ai pris mon ordinateur, je vais m'installer dans le hall. En fait, je repars pas sans mon chèque. Non, mais t'as bien fait. Le réceptionniste qui est hyper emmerdé. Et le mot esquiver que t'as choisi, il est vraiment bien, parce que c'est des gens, on les voit, tu vois, ils disent, OK, ouais, je t'oublie pas, dans 15 jours, c'est fait dans 15 jours. Ah, le comptable, il est parti, il était malade, il avait le Covid, tu vois, oh putain. Et vraiment, tu vois, c'est juste que, on n'est pas affamé d'argent, mais c'est juste on te respecte pas, quoi. C'est bon, j'ai travaillé. Est-ce que mon travail c'est de la merde, c'est ça, et ça c'est pas cool, quoi. Ouais, je comprends. Puis tu vois, il y a un vrai côté à un moment donné. J'ai fait ce taf là. Il faut payer, quoi, maintenant. Et il y a un truc, parce que toi t'es entrepreneur et moi aussi d'une certaine façon, même si j'ai plutôt un profil de freelance. Mais les gens qui sont en CDI ne se rendent pas compte que quand t'as envoyé la facture et que t'as fait ton travail, t'es pas sûr d'avoir ton argent. Genre t'as fait que 75% du travail. Et vraiment, avoir l'argent, c'est un autre délire. C'est vraiment, on n'est pas au bout du chemin. Les clients mauvais payeurs, c'est un truc, hein. Faut vraiment réussir à les avoir. Et en plus, s'ils te payent pas, ça te fout la merde après dans ta compta. Ça non plus, genre, c'est que ça te fout. T'es censé avoir tout fait ce qui est en ton pouvoir vis-à-vis du fisc, pour réussir à récupérer cet argent. Donc, il faut leur montrer des mails, des machins, faut leur filer des gages de non mais je vous promets que j'ai tout fait pour récupérer cette thune, quoi. Ouais. Incroyable. Deuxième ah non, il y a autre chose dont je voulais te parler avant, parce que tu m'as dit t'es payé une fois par an. En tant qu'auteur, ça me parle pas mal, parce que tu vois, moi, j'ai beaucoup travaillé mon rapport à l'argent depuis 2 ans là, avec ce podcast et tout. Ça m'a vraiment amené plein de choses. Et l'un des trucs dont je me suis rendu compte là, il y a pas très longtemps, c'est que je dépense pas beaucoup d'argent non plus. Moi, tu vois, j'ai mon loyer qui me coûte très cher, je crois. J'ai la pension de mes filles, etc. Mais après, je vis assez chichement, quoi. Et globalement, je me suis rendu compte que j'avais un mal fou, par exemple, à me lancer dans des leçons de piano, parce qu'en fait j'ai envie de faire du piano, parce que je sais que ça va me coûter de l'argent, et je me dis, ok, j'ai cet argent-là que j'ai fait rentrer sur mon compte cette année, tu vois, donc là par exemple j'ai pris 40 000 euros sur ma boîte pour me payer tout au long de l'année, je vais sans doute en prendre après, tu vois, mais j'ai au moins cette manne-là. Je me dis, il faut que je fasse très gaffe. Et tu vois, de ce fait, j'ai un mal fou à dépenser cet argent-là, parce que je me dis, au cas où. Et ça, c'est... Alors moi, c'est un piège aussi, tu vois. Moi, ce que je ferais, c'est que je ferais un podcast sur la musique et je le défiscaliserais. Comme ça, à la fois, je ferais un podcast qui rapporterait peut-être de l'argent, et en plus, j'apprendrais le plus. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire. Ah, c'est ça. Mais tu sais, c'est une vraie question. C'est que en fait, j'ai beaucoup moins de mal à dépenser mon argent avec mon entreprise. Parce qu'en fait, j'ai de la trésorerie devant moi, etc. Et en fait, j'ai même trop de trésorerie, tu vois, je crois, je me rends compte de ça. Tu payes des impôts avec. Ouais, mais tu vois,
qu'avec mon argent perso. Parce que mon argent perso, il y a un côté, putain, en fait, ça rentre une fois par an et faut que je fasse gaffe, quoi. Bah, surtout l'argent perso, il est passé, quand t'as 10 euros dans une entreprise, Oui. l'argent, une fois que t'as fait toutes les charges, il te reste quoi, 3-4 euros, tu vois. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été prises, tandis qu'effectivement, c'est ça. Mais bon, moi, sur la musique, t'es fort. non, enfin, comment dire, tu vois, moi je suis streamer, enfin, il est hors de question que j'achète une console de jeu ou une. Enfin, c'est même. Ça n'a aucun que sens. Que t'achètes à titre perso, en tout voilà, cas. c'est ça. Et d'ailleurs, je fais ma compta en stream devant des gens qui sont intéressés par la compta et aussi des experts. Et je leur dis, bah voilà, hier j'ai acheté ce manga-là parce que, en fait, enfin, tu vois, ça rentre dans un cheminement professionnel. Oui. Voilà, effectivement, ouais, demain, j'irai pas voir la Coupe du Monde au Brésil de foot aux frais de l'entreprise, tu vois, ça n'a pas de sens. Mais tant que ça a du sens, il faut. Et d'ailleurs, il faut parce que, en fait, la fameuse note de frais de restaurant, tu vois, où il y a des abus, c'est-à-dire que tous les gens qui ont une entreprise vont déjeuner aux frais de leur entreprise dans un restaurant sous couvert de dîner d'affaires. Mais en vrai, l'État, il est content parce que l'État, cet argent qui va pas aux impôts, en fait, il va dans un restaurant qui va aller dans les impôts. Donc, ça fait tourner l'économie locale. Et donc, ils sont très contents. Donc, voilà. Ce qu'ils veulent pas, c'est qu'effectivement, on défiscalise, on achète à l'étranger, on achète dans les entreprises qui ne payent pas d'impôts comme Amazon. Voilà. Donc, ça, c'est compliqué. Mais sinon, voilà, il faut. C'est pour ça qu'avoir une éducation fiscale, c'est toujours intéressant. Voilà. Je voudrais juste te dire un truc, c'est que j'ai un petit rapport pathologique à l'argent. Ok. Je suis perçu comme radin par mes proches, comme ça je dis tout. Mais je suis radin pour moi-même, c'est-à-dire que j'ai tendance à... En fait, tu vois, je suis arrivé je vis à Bar-le-Duc. Je suis arrivé à Bar-le-Duc. Bar-le-Duc, c'est à 1 heure de Paris, c'est ça à peu Ouais, près 150 mètres carrés d'appartement. Le loyer, c'est 600 €. Voilà. Et tu vas à l'Intermarché, une grosse tarte aux fraises, tu vois, c'est 4 €. Et donc, tout d'un coup, par rapport à Paris, où je payais 1 300 € de loyer, 1 400 € de loyer pour un 35 mètres carrés. Ouais. Je pouvais m'acheter un iPhone par mois, quasiment, tu vois, avec la différence de loyer. Et en fait, c'est fou parce que tu t'habitues à l'argent. Enfin, tu t'habitues à l'économie. Et tu vois, la tarte à 4 € de fraises qui était énorme, des fois, j'attends qu'elle soit à moins 50%, tu vois, en date limite, pour qu'elle soit à 2 €. T'as peur de dépenser? Ben, je sais pas, ouais, tu vois, je suis un peu gros, je m'entoure un peu de graisse pour me protéger. Oh. Et je crois que ça fait partie de mes... Mais je compte pas trop pour les autres, c'est-à-dire inviter les gens au restaurant, leur faire des cadeaux, tout ça. Mais pour moi, ouais, je dépense assez peu. Voilà. Je t'avais recommandé d'écouter le podcast de Christian. Juno, tu iras l'écouter parce qu'il parle justement de... et c'est un vrai truc sur lequel moi j'ai beaucoup bossé cette année, sur les différentes polarités. C'est-à-dire qu'entre radin et généreux, en fait, souvent, les gens, ils veulent te catégoriser dans un truc ou dans l'autre. Et en fait, lui, il dit, bah, c'est un peu comme ouvrir les bras, en fait, tu vois. Radin, ça peut être vraiment, t'as les mains les unes contre les autres. En fait, tu veux faire passer le moins d'argent possible. Ouais. Et en fait, généreux, tu peux ouvrir les bras et de ce fait-là, être beaucoup plus généreux. Et en fait, il dit, mais ça dépend vraiment des situations. Moi, il y a des moments où je suis radin et d'autres moments où je suis généreux. Et ça dépendra à chaque fois de qui je suis. Et en fait, après, les gens peuvent venir me dire que je suis radin dans telle situation, mais je me dis, je suis radin et c'est ok, tu vois. Non, mais il y a le profil psychologique du radin, et en tant que radin, j'aimerais faire l'apologie du radin en disant que c'est quand même quelqu'un qui a un problème, qui souffre, tu vois. Bah ouais. C'est-à-dire que le radin, comme dans l'avare de Molière, il souffre physiquement quand il dépense de l'argent. Et moi, je m'auto-détruis quasiment. C'est-à-dire que moi, je vais dans un Intermarché pour me faire à manger. Et j'essaie d'avoir le plus de calories pour le moins d'argent possible. Et ça fait des résultats pas top, tu vois. Et donc, effectivement, quand tu es... mais pourquoi ? Pour quelle raison ? Quand t'as plus d'argent qu'il t'en faut, pourquoi t'es comme ça ? C'est qu'il y a un vrai problème psychologique. Tu vas écouter ce podcast, tu vas voir, voilà, ça va être plein de questions, plein de réponses. Parce qu'en fait, c'est souvent de la peur. Oui, c'est ça, c'est la peur. C'est de la peur de manquer. Totalement. Et c'est un sujet dont on a beaucoup parlé dans le podcast, quoi. Tu vois, les gens qui ont peur de manquer, souvent ils viennent et en fait, effectivement, ils font en sorte de, même si t'as de l'argent, tu vois, d'aller regarder quand même, d'avoir la fameuse tarte à moins 50%. C'est ça, voilà, c'est ça. Et tu sais, moi, je juge pas. Hein. En fait, je comprends aussi que de l'extérieur, tu vois, j'ai entendu dire, t'as un entourage qui te dit que t'es plutôt de droite, t'as un entourage qui te dit que t'es plutôt radin, etc. En fait, pour moi, c'est juste des projections que les gens viennent amener sur l'argent d'une manière ou d'une autre, oui, et finissent par venir te plaquer sur l'argent et donc te plaquer dessus parce que toi, t'as tel ou tel comportement, quoi. Oui, après... Dans l'histoire d'argent, on juge personne. Non, mais surtout...
de droite. Enfin, ouais, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est plus simple. C'est plutôt tes amis de gauche, d'ailleurs, qui te disent que t'es de droite. Parce non, que ça veut strictement rien dire. C'est pas ça, mais surtout, en vrai, parfois, tu luttes pas, tu vois. Tu dis, je préfère qu'ils disent ça, c'est plus simple. Comme ça, on avance. Vous savez quoi? J'ai accepté j'ai accepté l'OP sur l'armée de terre. Vous inquiétez pas, on va avancer, ça va être super. Je suis de droite, voilà. Hop, ça va plus vite. Et en plus, ils peuvent dire non, mais c'est la faute de Fibre, il est de droite, ça les arrange, comme ça il reste de gauche, et on avance tous ensemble. Voilà. C'est toi qui prends pour tout le monde, alors. Mais ouais, mais après ils ont le chèque et ils sont contents, tu vois. Ah ouais, donc t'es un pare-feu, quoi, carrément. Ah non, mais là, par exemple, dans nos émissions, il y a un ruissellement. Et d'ailleurs, souvent, en fait, quand je m'associe, je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, je suis inconsidérément généreux dans mes associations. C'est-à-dire que souvent, je m'associe avec 3 gars et on va faire par égal, tu vois. Quoi qu'il arrive, tu vois. Et je le sais déjà qu'il y a forcément un gars qui va moins travailler que tout le monde et que moi en particulier. Et que mais toi, ça va. Toi, t'es un peu ça va. À ce moment-là, t'es un peu le fondateur du projet, c'est ça, et que tu. Ça, pas forcément, mais. L'initiateur. Mais moi, je préfère faire ça et m'y tenir, tu vois, qu'il n'y ait pas de renégo, même s'il y a beaucoup de frustration parfois. Parce que c'est un peu. Je dis c'est une belle histoire, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. C'est les sleeping partners, ça existe depuis toujours. Donc s'il y a un faux sleeping partner, c'est-à-dire un mec qui dit je suis là depuis le début, qui va bosser 20% de la somme de travail des autres, mais qu'il est à part égale des autres, bon bah ça arrive, c'est comme ça. Et tu vois ça comme un sacrifice ou plutôt comme une façon de pas te prendre la tête? Je pense que c'est inévitable. Et je pense que c'est toujours la question, c'est on est là on se marie pour le pire ou pour le meilleur. Pour le pire, c'est on a tout perdu. Et pour le meilleur, c'est on est milliardaire. Si on est milliardaire, ça va, il peut prendre sa part, tu vois, c'est bon, ça va, tu vois. Tu veux pas avoir plus 1 million, plus 1 million, plus 2 millions pour avoir plein de millions à la fin? En fait, non, mais si, tu vois, c'est un peu comme tu te donnes ta parole, tu vois. Le mec, il a pas tenu sa parole en termes de travail, ou il croit l'avoir tenu dans sa tête. Je vais pas renégo la part, tu vois. Je suis un peu comme ça, et des fois, je me dis, je suis vraiment con de faire ça. Mais bon, je dis, en vrai, finalement, ça marche plus ou moins dans ma vie, tu vois. Ça a marché plus ou moins. Je sais qu'il y a des gens, ça les rendrait malades, ce type de situation. Mais non, moi, ça va. Oui, donc t'es quand même un radin qui a peur de manquer, mais qui en même temps a un rapport assez détendu à l'argent quand il en vient ce genre de truc. Parce que justement, y a les gens ce que ça rend malade, c'est parce que ça les crispe l'injustice, tu vois, à ce moment-là. Ouais, bah moi, c'est la peur de manquer. Et comme dans l'hypothèse qu'on est tous millionnaires, tu vois, moi, ça m'est égal. Et en plus, dans la réussite d'une entreprise, il n'y a pas simplement la trésorerie. Tu l'as fait, tu le mets sur ton CV, ça va générer des contacts et tout. Et en fait, il y a aussi ce côté dans une entreprise où tu as 4 personnes, il y en a un, il a rien fait et l'autre, il a tout fait. Ça se sait, tu vois. Ouais. Et ça vaut plus que de l'argent, quoi. Ok. Parlons de ton enfance, si tu veux bien. Ouais. T'as un souvenir lié à l'enfance, beaucoup d'enthousiasme là de Fibre, qui va donc boire un petit café en attendant. Ouais, vas-y. C'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent? Lié à l'argent? Un souvenir important qui t'a marqué? Je sais que j'ai eu 1 franc et que j'ai pu m'acheter des carambars avec. Et ça coûtait 30 centimes de francs le carambar. Et que après je calculais toutes les sommes en carambars. Tu vois, voilà, une voiture, ça vaut tant de carambars. Voilà. Et voilà, ça, c'est ça. Sinon, j'ai un truc à dire sans vouloir faire Princesse Sarah, c'est que mes parents sont riches. Mais bizarrement, ils l'ont été soudainement au moment où je suis parti de la maison, genre quand j'avais 19 ans. Et notamment quand j'étais tout petit, j'étais très pauvre, mais j'étais bien en vrai. J'ai pas besoin de beaucoup de jouets ou de je sais pas quoi, voilà. Et donc voilà. T'as grandi dans un environnement assez pauvre finalement, c'est ça? Je pense que ma mère avait peur même genre de pas avoir assez pour me nourrir, tu vois. Et elle me l'a dit un jour. C'est pour ça qu'elle pense que je mange trop ou trop vite. Mais sinon, et je pense que elle pense aussi que ça s'est transmis un peu à moi parce qu'elle voit aussi mon dysfonctionnement personnel par rapport à l'argent. Mais ça vient de là la peur de manquer, tu crois? J'en sais rien. Peut-être, c'est possible. Mais après, je suis un mec. J'ai fait beaucoup moins de psy que toi et il faut que je me rattrape. Je suis très en retard, tu vois. Mais ouais. Mais enfin, il y a eu beaucoup de soucis dans ma vie, dont ça. Mais sinon, l'argent a été plutôt absent de ma vie. Okay. Mais une fois de plus, la trésorerie, c'est là qu'on voit que le milieu socio-culturel, c'est hyper important. C'est qu'en vrai, si tes parents, ils parlent de certaines choses. Ils faisaient quoi tes parents comme métier? Mon père était médecin, tu vois. Ah oui.
médecin généraliste dans un quartier très populaire, mais bon, médecin quand même, tu vois. Donc, si tes parents, ils ont certains centres d'intérêt, ils écoutent certaines musiques, et, ou certaines radios, ou regardent certaines missions, même, tu vois, moi, je déteste ce petit côté, moi, je regarde jamais la télé, alors que les gens, ils les regardent quand même. Je ne regarde jamais Hanouna, ils les regardent quand même, tu vois. Mais effectivement, à partir du moment où on développe un peu ce type de culture qui t'emmène naturellement hors des sentiers battus, ou ça crée une pré-élite d'une certaine façon. Bah oui, même si t'as rien dans les poches, en fait, t'as un bagage qui va t'aider énormément. Et je pense même qu'il y a une sorte de richesse et de savoir inconnu qui peut changer complètement la vie. C'est que en France, il y a des grandes écoles. J'ai fait une grande école. Et pour faire une grande école d'ingénieur, qui est en fait la version moderne des comtes, des barons, de la royauté, quoi. Pour faire une grande école, il faut faire une classe prépa. Et pour faire une classe prépa, il faut la demander. Mais quand tu es en terminale, aucun prof te dit vas-y mon gars, fais classe prépa, il faut que tu la demandes. Ouais. Et en fait, les jeunes qui ne savent rien, ils se laissent balloter par la vie et ils disent bon, tu sais quoi, je vais aller en fac, ça va être très bien, fac, je vais faire fac de géo, c'est l'air hyper intéressant, j'adore cette matière. Ouais. Et tu as des parents qui disent non, mais tu vas faire comme moi, tu vas faire classe prépa, quitte à faire médecine après, ou tu vas faire avocat, tu vois, ils ont des ambitions pour leurs enfants. Ce qui est pas bien, parce que c'est pas bien de vivre dans le rêve de son père ou de sa mère, mais c'est bien aussi parce que au moins ça te met dans un endroit où, dans le pire des cas, tu as une bonne profession qui te fait gagner de l'argent et tu te retrouves avec des gens d'un certain milieu socio-culturel. Ouais. Et je pense que cette espèce de secret qu'on ne dit pas aux enfants, c'est là que se passe beaucoup de scission de la société. Et je l'ai vécu une deuxième fois à Paris, parce que moi, je suis arrivé à Paris de province en ayant réussi une école d'ingénieur. Et j'ai découvert, par exemple, qu'il y a certaines écoles de journalisme ou de communication qui sont vraiment des écoles clés où tu vas avoir des gens qui vont vraiment rayonner sur Paris et maîtriser tout Paris, tandis qu'à côté, on sera rien du tout, même si tu veux travailler dans la com, quoi. Ouais. Voilà. Exactement. Et ça créera ton entourage, qui finira par créer les gens avec qui tu vas faire tes études, dont tu auras le numéro de téléphone, que tu pourras appeler directement, et avec qui tu auras partagé des tas de trucs, effectivement. Et ça vaut énormément. Ah, ça, c'est inquantifiable en termes de... Mais ces fameux... Je cite souvent Bourdieu, tu sais, dans ce podcast. Ouais. Bourdieu est le capital culturel et social, et qui n'est pas juste que économique. Voilà, exactement. Ok. Mais il y a même des gens, je pense, ils ont absolument pas ils ont rien dans les poches, et ils sont extrêmement puissants, extrêmement riches. Ta mère avait peur de manquer d'argent, donc tu disais ça? Je pense qu'elle me l'a dit un jour, elle m'a dit que quand j'étais tout petit, ils avaient vraiment... mon père n'était pas encore installé comme médecin, donc c'était encore, je crois, étudiant, et ils avaient vraiment rien, voilà. Et elle m'a dit ça un jour, voilà. Je pense que pour me donner des clés de compréhension, mais bon, voilà. T'as pas creusé plus? Bah non, tu sais, moi je suis né en 78, on n'a pas la culture encore de la psychologie, même si post-Covid, j'ai vu psychiatre, et voilà. Mais il y a là encore le désert rural, ça crée des inégalités, parce que quand t'es à Bar-le-Duc, c'est compliqué de voir des psys qui sont pas des naturopathes, toi. Voilà. Tu sais qu'il y a des psys qui font de la visio maintenant. Ouais, je sais aussi, c'est ça. Et puis c'est dur parce que parfois de dire je vais voir un psy, d'aller voir un psy, de le payer, c'est comme la facture. Hein. T'as fait que 50% du travail, parce qu'il faut aussi lui dire des trucs, tu vois. Voilà. C'est chiant de parler. Comment tu vois, c'est intéressant parce que tu disais que tu ne t'imagines pas te projeter dans la retraite, et que t'as pas du tout de ce fait-là investi dans ta retraite. Ouais. C'est marrant parce que moi j'ai reçu il y a pas très longtemps, pour la première fois de ma vie, mon décompte de trimestre, tu vois, parce que j'ai été salarié pendant 7 ans, moi, avant ça. Et je me suis dit, putain, c'est vrai, j'ai commencé vraiment à travailler sur 98, quoi, tu vois. Et waouh, j'ai payé la moitié de mes trimestres pour l'instant. Je sais pas comment j'ai fait. Mais toi, t'as décidé de ne rien mettre du tout dedans, parce que c'est un choix que tu fais, toi, en tant que freelance, pour le coup, en tant qu'auteur. Il y a plusieurs choses. Il faudrait qu'on parle de l'héritage aussi, je pense. Oh oui, si tu veux bien. Mais la retraite, j'ai fait des erreurs dans ma jeunesse. Et donc, tu vois, aujourd'hui, si je me disais, putain, la retraite, c'est important, 45 ans, c'est trop tard, tu vois, c'est mort, j'aurais pas de retraite, tu vois, il y a plus de, sauf si vraiment j'investis des sommes colossales dans des mutuelles privées, tu vois, mais voilà. Donc, c'est pas possible. Je mets de l'argent de côté. J'ai aussi créé un système, finalement, d'œuvres qui me donne des royalties. Peut-être à vie, tu vois, peut-être, voilà, donc je sais pas, pourquoi pas. Parce qu'en gros, tous les ans,
l'intégralité de ce que tu as pu créer auparavant pendant Exactement. tes 20 ans de carrière finit par te rapporter, enfin ça ruisselle quoi, comme tu disais tout à l'heure, t'as des petits sous qui rentrent Exactement. et ça finit par faire des gros sous. Et parfois, par exemple, j'ai une BD qui s'est quand même vendue à 10 000 exemplaires, donc c'est not bad, tu vois. Et elle me rapporte genre très peu, genre 30 € par an. Mais en vrai, bah tu les prends, tu vois. Et en vrai, voilà, si t'as 4-5 livres, bah ça peut monter à 200 balles, plus des jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, c'est beaucoup plus, donc voilà. Mais en vrai, c'est un peu comme ça qu'on se constitue un petit capital. Sinon, figure-toi que peut-être que je suis complètement délusionnel là, mais j'investis un petit peu aussi dans mes relations. C'est-à-dire que, moi, par exemple, je finis beaucoup de contenu gratuit. Et je me fais, j'ai autour de moi des gens qui me font confiance professionnellement et amicalement. Et en vrai, je vais donner un exemple très concret. Cet été, on a eu une tuile sur qualité. On a eu une procédure juridique. Qualité, c'est la boîte. Voilà, qualité de boîte de podcast. Une qualité, voilà. Une boîte de podcast, mais une boîte que de vous avez podcast créée avec tes potes. qui fait zéro argent. Tu vois. Parce que justement, mes 12 associés, eux, ils ne s'intéressent pas à l'argent. Et limite, faire des bénéfices, ça leur pose problème. Et moi, je fais la comptabilité, ça me pose problème leur vision des choses. Mais peu importe, j'ai compris. Et même là, je pense qu'on va la dissoudre et on va faire une association parce que comme ça, il y aura moins de travail. Oui. Mais en gros. C'est chiant de s'associer avec des gens de gauche, n'empêche. Hein. En tout cas, des gens de gauche qui ont peur de l'argent. Ouais. Il y a des trucs fous. Faudra que tu leur files mon podcast. Voilà. Et donc, on a une procédure judiciaire et je suis désemparé parce que la seule façon de répondre, c'est d'avoir un avocat. Il faut payer un avocat, on n'a pas la trésor, tu vois. Et en vrai, je me suis plaint, j'ai fait ouin en stream, et il y a un avocat qui m'a contacté, qui m'a dit, gars, je te le fais, il n'y a aucun problème, je vous adore, blablabla. Et il a fait un super bon travail. J'avais tellement honte que j'ai dit, bon, vas-y, envoie-moi une facture de temps, tu vois, une somme, on va dire à 4 chiffres, voilà. Et il m'a dit non, vraiment non. Non, j'ai dit non, pas question, tu vois. Et effectivement, il y a aussi cette espèce de capital, si tu as bien traité les gens, que tu les as pas déçus, que tu leur as fourni du contenu gratuit tout le temps et que tu les connais bien, c'est un peu une façon de fabriquer sa retraite, tu vois. Tu es riche de tes amis d'une certaine façon. Même si j'ose pas dire que c'est mes amis parce que la définition de l'amitié, c'est très complexe. Voilà. C'était relation parasociale, tu sais. Exactement. On en parle de temps en temps sur Internet. C'est les gens qui te suivent et qui ont l'impression de te connaître et en même temps qui te connaissent pas, mais avec qui tu as un lien en tout cas. Et effectivement, souvent, j'ai trouvé le secours et un secours bien plus qualitatif que m'aurait pu apporter l'argent dans ces relations parasociales. Et à ce titre... Voire même que des amis, non ? Ouais, enfin... Parce que c'est vachement plus large de ce fait-là. T'as le monde entier potentiellement, quoi. Oui, voilà, mais en fait, tu vois, quand j'ai des soucis, je connais parasocialement des gens qui aiment ce que je fais, des gendarmes, des avocats de tout type. Je connais même des avocats d'avocats, tu vois, des gens qui représentent les avocats. Voilà, vraiment, et je connais même, tu vois, des politiques un peu haut placés, tout ça, tout type de gens. Et en vrai, je pense que c'est un capital, tu vois. C'est un capital et ça fait, c'est pas eux qui vont me nourrir lors de ma retraite. Quoique, en fait, je pense que je pourrais totalement dire, allez les gars, qui veut m'inviter chez lui ce soir et je suis nourri tous les soirs par quelqu'un. On pourrait imaginer ça, tu vois. Enfin, je le ferais pas parce que je suis absolument pas, je pense que j'en aurais jamais le besoin, mais, dans cette volonté, il n'y a pas l'idée de les exploiter non plus. C'est juste qu'on a créé une relation et voilà. Donnant, quoi. Exactement. Ouais, je comprends. Tu voulais parler d'héritage, c'est ça ? Oui, parce que mes parents sont riches maintenant. Ouais. Et souvent, on m'a dit, oui, Fibre, mais tes parents, ils sont riches. Non, ils sont riches. Et moi, j'ai souvent dit, alors, quand on parle de ça... Parce que t'es en train de leur dire que t'as peur peut-être pour l'avenir, c'est ça, à ce moment-là ? Et donc, Non. Quand est-ce que les gens te rétorquent ça ? Non, mais parce que parfois, je suis un peu à l'économie, ou parfois, je me dis, mais comment on va s'en sortir, tout ça ? Et on me dit, mais tes parents sont riches. Et... il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, mais c'est pas clair non plus dans ma tête. Mais en gros, de plus en plus, là, surtout maintenant, qu'ils deviennent vieux, je me dis, mais je veux surtout pas qu'ils meurent, en fait, en vrai. Je ne veux pas que mes parents meurent. Pourquoi ? Je veux pas qu'ils meurent. Oui, alors d'une manière générale. Je veux qu'ils vivent toute leur vie. Tu vois, je veux qu'ils vivent. Limite, je voudrais mourir avant eux. Ils vont vivre toute leur vie, ça c'est sûr. Limite, je voudrais mourir avant eux, ça me ferait trop de peine, tu vois. Et je veux dire, je ne peux pas envisager un seul moment toucher un héritage et m'en réjouir même, tu vois. C'est-à-dire, le jour où je touche un héritage, ça veut dire qu'il sera passé quelque chose de terrible dans ma vie. Ouais. Cependant, tes parents, t'as quand même conscience que tes parents vont mourir ou c'est dur pour toi? Ou alors vraiment, je viens de toucher un truc très dur là. Vraiment, quand le dossier arrive dans ma tête, je dis, tu sais quoi, on en parle plus tard. Fibre, il est temps d'aller en thérapie. Tu sais quoi, on en parle plus tard. Mais voilà. Mais cela dit, c'est vrai,
parce que je veux vraiment être transparent et je veux pas mentir dans ce podcast ni à moi-même. C'est vrai que je pense qu'il y a une dimension où t'es relax, tu vois. Et c'était de dire, pire des pires, je vais voir mes parents. Même si, je dois te dire une chose, je m'entends pas très bien avec mes parents non plus, tu vois. Donc, tous les gens de mon âge, d'ailleurs, quand ils vont voir leurs parents, ils sont heureux un jour et au bout de 2 jours, ils en peuvent plus, tu vois. Ouais. Mais voilà. Et en plus, je déteste, et je pense que je serais pas ce type-là. Je déteste les gens qui justifient leur manœuvre financière en disant non mais c'est pour mes enfants, tu vois. Tes enfants, ils t'ont rien demandé, gars. Ouais. Ils t'ont pas demandé que tu sois marchand de sommeil ou que tu aies 18 appartements et que on puisse pas loger des enfants à Paris, tu vois, des étudiants à Paris. Donc en gros, je déteste ce discours et à ce titre, j'essaie de rejeter un petit peu l'héritage. Voilà. Et effectivement, je pense que le jour où je toucherai l'argent de mes parents, ça se trouve, ils ont pas tant d'argent que ça d'ailleurs, parce qu'ils m'en ont jamais parlé. Parce que tu le sais pas. Voilà, ils m'en ont jamais parlé. C'est sûr, ils ont tout claqué. Ouais, mais parce que dans ta tête, tes parents sont riches, mais vous en avez jamais parlé. Voilà, c'est ça. Je sais absolument pas combien ils ont. Vous parliez d'argent avant aussi ou pas? Non, ça n'a jamais été un sujet. Là, mon père, il me dit de temps en temps, tu sais, vous allez hériter quand je serai mort, tout ça, parce que lui, il pense à la mort. Merci, papa. Et vraiment, je dis, il a mais quel moi, âge là? Il a 70. Non, plutôt 80. Ah oui, bah. Ouais, d'accord. Donc, il commence à avoir ses poteaux. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, moi, je lui dis, non, mais je dis que c'est, je pense que si toutefois un jour il y a l'un ou l'autre qui meurt, je serais tellement triste que je penserais pas à l'héritage, ça ne m'intéressera pas. Voilà. Oui, bien sûr. Mais disons que je comprends pourquoi tu le vis comme ça. Ouais. Mais en fait, cet argent, à un moment donné, il va ruisseler. En vrai, je sais pas. J'en sais rien. Peut-être qu'il n'existe pas d'ailleurs. Oui, il n'existe pas. Mais... Ou peut-être en plus, il sera rien dans ce que j'ai déjà. Et je continuerai à acheter des tartes à 2 €. Ça va rien changer à ma vie. Par contre, ce qui aura changé à ma vie, c'est qu'ils seront morts, tu vois. Et donc, c'est pour ça que la question de l'héritage, je pense que quand tu as des parents riches, forcément, tu es sécurisé d'une certaine façon. Tu peux te permettre de prendre des risques que tu prendrais pas dans d'autres circonstances. Et aussi, tes parents ne sont pas à ta charge, ce qui est quand même bien. Oui. Tu vois, il y a des gens, même des gens infortunés, dont les parents sont en EHPAD, et les EHPAD, ça coûte une blinde. Donc, mais voilà. Donc voilà, c'est beaucoup de réflexion à ce sujet-là, mais et d'un autre côté, tu dis quand même que tu t'entends pas si bien que ça avec eux. Donc il y a pas un vrai lien, tu vois. C'est intéressant. On essaie de maintenir le lien, quand même. Voilà. Ouais. Le lien, la famille, ça ferait l'objet d'un très bon podcast. Ah oui. Mais on parle beaucoup de famille, tu sais, dans l'histoire d'argent d'une manière générale, parce que souvent les parents transmettent leur rapport à l'argent. C'est-à-dire que ce que j'entends dans ta peur de manquer, tu vois, j'ai un peu l'impression qu'il y a ta mère derrière, tu vois, il y a la peur de manquer de ta mère qu'elle t'a refilé, entre guillemets, quoi, sans vouloir te la refiler. Inconsciemment, bien sûr. Ok, donc dur pour toi la question de l'héritage, c'est pas forcément un truc très très simple, très évident. Non, mais j'y pense pas. Comme je te dis, quand le problème, je ne construis pas ma vie avec le mot héritage. Voilà, c'est ça. Tu ne fais rien pour faire en te disant, ok, de toute façon un jour ça tombera, quoi. Et moi-même, j'ai pas d'enfant, donc je ne suis pas en train de constituer un héritage pour l'enfant. Ça n'a pas de sens pour moi d'accumuler, et j'ai pas hyper envie non de donner à une fondation contre le cancer quand je serai mort non plus. Et peut-être que je claquerai tout au dernier moment, tu vois. Je sais pas comment. Bien sûr. Voilà. Moi, petit tips que j'ai donné, que j'ai pu donner dans l'histoire d'argent, j'ai fini par donc mon ex-femme, la mère de mes filles, est très, elle économise beaucoup et elle est aussi très sacrificielle, tu vois. En tout cas pour l'instant, tu vois, à ce stade de sa vie. Et donc il y avait une vraie culpabilité en moi de me dire, mais en fait, elle va donner beaucoup plus d'argent à mes filles que je vais jamais pouvoir en donner, tu vois. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé de dire sciemment à mes filles, en fait, les filles, ne comptez pas sur moi pour votre héritage. Je vais faire en sorte de pas vous donner de dette, ça c'est sûr et certain. En revanche, ne comptez pas sur WAM, démerdez-vous à faire votre argent vous-même. Ça m'a, je sais pas ce que ça va créer chez elle, mais ça m'a libéré, moi vraiment, je me suis dit, c'est bon, j'ai gagné. Tiens, j'ai une anecdote intéressante, c'est que je suis pacsé avec une femme que j'aime beaucoup. Et j'ai connu des femmes de tout âge, on va dire. Il se trouve que cette femme que j'aime, je l'ai rencontrée sur Facebook, et elle est plus jeune que moi. Elle est plus jeune que moi, et elle est... Plus jeune Elle est pas 2 fois moins jeune que moi, on va dire. Elle a 15 ans. Mais non. Elle a fini ses études de médecine, et elle est médecin depuis plusieurs années. Okay. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est quelqu'un qui est très féministe. Et elle vit hyper mal la différence d'âge.
parce qu'effectivement, elle est la première à dire Leonardo DiCaprio quand même, tu vois. Et elle est dans un schéma qui est pareil. Et il se trouve que depuis le début de notre relation, Tu es donc Leonardo DiCaprio, Fibre. Bien joué. depuis le début de notre relation, Ouais. vraiment, c'est elle à sa demande. Day one, c'est-à-dire quand on n'était pas paxé, on se voyait même pas une fois par mois, on a fait un pacte d'argent qui est de dire si je dépense 1 euro pour elle, elle dépense 1 euro pour moi. Ah. Et très rapidement, on a fait un compte commun pour que ce soit plus simple, dans lequel on a versé au début 100 euros, après aujourd'hui c'est 600 euros, on met tous les mois. Et toutes les dépenses sont communes. Sinon, elle a ses dépenses à elle et j'ai mes dépenses à moi, mais sinon, toutes les dépenses communes, c'est le compte commun. 1 euro, même si on se pose des questions d'argent qui sont de dire, par exemple, est-ce que c'est normal que je mette 600 et elle 600 quand, je sais pas, je gagne, disons, 10 000 euros par mois et qu'elle que 2 000 et des fois, elle gagne, enfin, peut-être qu'elle gagne 3 000 d'ailleurs, je sais pas combien elle gagne, mais et des fois, quand elle gagne 3 Tu 000 sais pas et que combien elle gagne je gagne, oh non, j'en sais rien. Vous en parlez pas non plus? Enfin, Non, en dehors de cette discussion sur le compte commun, quoi. non, on n'a pas de. L'argent, on en parle quand il pose des soucis, mais de toute façon, voilà. Non. Mais il est tout le temps. En fait, je comprends parce que pour moi, c'est un vrai truc à débunker aussi, tu vois. En fait, l'argent, il est partout, tout le temps. Et en fait, quand tu en parles que quand il y a des soucis, en fait, t'as pas travaillé dessus ou sur ton rapport à l'argent. Et de ce fait-là, souvent, ça fait nimp. C'est-à-dire que souvent, dans les histoires d'héritage, c'est parce que les gens n'en ont pas parlé toute leur vie, qu'ils en ont pas parlé entre eux, qu'ils n'ont pas échangé entre eux, que ça finit par tout le monde vient projeter leur propre connerie sur l'argent qui reste. Et donc, ça finit par faire des clashs énormes. Mais j'ai des épisodes avec des couples. Si vous voulez écouter ensemble, c'est trop intéressant parce qu'il y a vraiment des couples qui ont justement pris en question cette équité en se disant, ok, il y a un moment donné où en fait celui qui gagne plus met plus dans le compte commun pour faire en sorte que ce soit égal. Après, je comprends la question féministe, mais il y a aussi une question, pour moi, le féminisme, c'est aussi l'égalité. Il y a une question de proportionnalité, mais là où on a du mal à régler le problème, parce qu'on est deux personnes intelligentes et de bonne volonté, c'est que moi, j'ai des revenus très variables. Vraiment ça peut vraiment aller de 0 à 10 000 ou 20 000 euros par mois, mais ça peut être plusieurs mois d'affilée zéro. Ouais. Et elle, quoi qu'il arrive, ça tombe, et elle a une retraite, ça tombe et ça ne fera qu'augmenter. Donc c'est un peu compliqué à cerner. On le fait sur la base de la bonne foi. Ouais. Et en plus, on est plutôt généreux l'un envers l'autre. Oui. Donc, pour l'instant, on s'entend bien. Et ça reste aussi des petites sommes. C'est-à-dire, on n'est pas en train d'investir dans un immeuble. Cela dit, voilà, la question, puisqu'on est en couple pacsé, quand même, et qu'on n'a pas de contrat de mariage, et qu'on ne compte pas se marier parce que c'est pas trop le mood, ce qu'on va faire, c'est qu'on a songé à un testament, tu vois. Donc, un peu, voilà. Donc, de mettre ça sur noir sur blanc, quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, si je meurs, tout vient à mes parents et pas à elle, et voilà, et donc et vice versa, donc on veut pas s'exposer. Donc vous en parlez quand même. Ah oui, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet, mais une fois de plus, je sais pas si t'as fait un podcast sur ce sujet, mais parler de testament, c'est parler de sa propre mort, c'est compliqué quand même. Voilà, parce que moi, la première fois qu'elle m'a dit, j'ai dit écoute, c'est quoi, moi je serais mort, j'en ai rien à foutre. mais non, elle m'a dit non, s'il te plaît, voilà. Donc voilà. Quand tu disais que t'en as rien à foutre, t'en as pas rien à foutre pour elle, j'imagine, mais c'est plutôt, on fait un peu comme tu veux, c'est ça? Je sais pas, l'idée m'a l'air tellement horrible que j'ai pas envie de penser enfin, les autres problèmes me semblent dérisoires, tu vois. C'est important, la mort. Ouais. Ça fait partie de la vie. Ouais, c'est ce que disent les gens, mais c'est ce que disent les gens. Après, mon seul espoir, c'est que c'est surtout les autres qui meurent quand on est vivant, quoi. Voilà. On se voit jamais mourir d'une certaine façon. Non. Ok. Bon, ok, hein. Voilà. Dis donc. Il y en a des doses. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler, en rapport avec l'argent? Je sais pas trop. Non. On pourrait parler de l'éducation, peut-être. Ouais. Je trouve que l'éducation publique, elle parle pas d'argent. Voilà. Ça, c'est un vrai souci. Faudrait qu'on parle de mort aussi, non, à l'école. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, je pense qu'on fait un peu de philosophie quand même, tu vois. Un tout petit peu. Mais les sciences économiques et sociales, elles parlent surtout de faire des entreprises. Ouais. Mais elles parlent pas d'économie globale. Voilà. Et c'est pas genre comment faire une fiche d'impôt, le fameux truc, mais c'est juste effectivement notre rapport à l'argent, un peu comme ton podcast. C'est-à-dire, c'est quoi parce que en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes vont sur Internet pour se former et ils veulent devenir millionnaires. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. En fait, c'est très étrange. On ne sait pas pourquoi les gens ils veulent des sommes énormes. Tu vois, enfin, ça a l'air évident. Ils veulent un appartement, tout ça. Mais en fait, pourquoi millionnaire, pourquoi ils veulent pas avoir simplement 40 000 euros. Tu vois, je sais pas. Pour moi, il y a un peu. Déjà, il y a.
ce truc du millionnaire qui existe depuis l'époque de Bernard Tapie, en fait, hein, tu vois. Pour moi, ça vient d'il y a longtemps, mais c'est surtout exacerbé par les réseaux sociaux et par tout ce qui peut y avoir de matériel derrière, quoi. Tu vois, c'est surtout la vie de millionnaire qui va avec. Et j'ai interviewé, et pour les gens qui écoutent, je vous invite à aller écouter quelqu'un que tu connais qui s'appelle Sébastien, qui a vendu son entreprise pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Sébastien M. Sébastien L. Sébastien Lucas. Ok. Pomme. Tu connais? Ok. Qui a vendu son entreprise pour beaucoup d'argent et qui disait un truc incroyable. Il dit, en fait, faut savoir que derrière la colline de l'argent, les gens, il y a rien, en fait. C'est-à-dire que juste, une fois que tu as accumulé autant d'argent, et en fait, Sébastien était dans la situation où il travaillait, il se tuait au boulot, parce qu'en fait, il voulait pas toucher à son pactole et à son capital. Il dépensait entre 10 et 15 000 euros par mois, ce qui est somme toute assez raisonnable pour ce niveau de fortune. Et en fait, il voulait tout faire pour faire en sorte de facturer tous les mois entre 10 et 15 000 balles. Donc, il se tue au boulot, quoi. Tu vois, parce qu'il a peur de manquer. Il y a ça. Et alors, ça me permet d'avoir un autre sujet qui est, en fait, quand on touche une somme d'argent importante d'un seul coup, et ça m'est arrivé, oui, parce que pour le coup, ton jeu, quand tu l'as vendu, t'as fini par toucher toute cette somme-là d'un coup, c'est ça? Oui, la première fois, c'était un premier coup. Ouais. Mais après, je n'ai pas eu que ça. J'ai eu aussi. T'es prêt à dire combien t'as gagné? Je vous laisse faire le calcul. 1 million multiplié par 5, divisé par. Vous enlevez 30% de Steam. Vous divisez par 2 ensuite. Et ensuite, vous enlevez les impôts. Voilà. Mais sur plusieurs années quand même. Sur 10 ans quasiment. Donc, voilà. Mais sinon, comment ça s'appelle? Il faut aussi enlever, il y a des Humble Bundle parfois, tu sais, on vend 50 000 d'un coup. Ouais. Voilà. Ça fait pas tant d'argent que ça en vrai, tu vois. Voilà. Et En fait, ça fait pas tant d'argent que ça, c'est une grosse somme d'argent qui te rentre dans la poche d'un coup, quoi. En fait, moi et mon associé, on a touché le loto, mais on a été ultra déstabilisés parce qu'en fait, tu as une perte de contrôle. Parce qu'en fait, c'est inhumain de gagner 1 million d'euros d'un jour au lendemain parce qu'il n'y a rien qui l'explique. Donc, la seule chose qui l'explique, c'est que tu es illégitime, que cet argent ne t'appartient pas. Et donc, tu ne peux pas le dépenser, donc tu le gardes en capital. On aurait dû taffer ensemble à l'époque, je t'aurais aidé. Oh là là. Non, tellement de choses. Non, mais alors, c'est marrant parce que moi, mon associé est tombé en dépression, il parlait plus, comme s'il était catatonique. Et moi, au contraire, je me suis réfugié dans le travail, un peu comme le faisait Sébastien. Et donc, j'ai retravaillé derrière, etc. Et puis pour te créer une légitimité, tu veux dire, voilà, c'était une façon pour une autre de pas gérer. fuir. Mais ça m'est pas. J'ai aussi vendu une entreprise avant. Là, Game of Thrones, on a fait aussi quelques Kickstarter, tu vois, en centaines de milliers d'euros. Donc c'est quand même des choses où l'argent circule, tu vois. Après, je fréquente aussi des influenceurs pour qu'ils ont énormément de trésorerie et de cash aussi, et eux, ils arrivent à gérer aussi. Mais oui, il y a ce côté un peu. En fait, il y a une idée communiste qui est de dire il faut empêcher les riches d'avoir trop d'argent, ou il faut tu vois, il y a au-delà de 20 millions d'euros par exemple, ils ont plus d'argent, tu vois. Et c'est pas con parce que en vrai, si tu as plus d'argent que tu peux le dépenser en une vie, à quoi bon? Tu prends de l'argent à des gens qui ne l'ont pas, tu vois. Et donc dans ce cas-là, pourquoi des gens intelligents, parce que Sébastien c'est un mec intelligent, pourquoi des gens intelligents gardent plus d'argent qu'ils en ont besoin, tu vois? La peur. Alors, la peur, certes, mais tu vois, il pourrait sécuriser, on va dire, 2 millions d'euros dans un compte en banque. Je parle de lui, hein, pas de moi, j'ai pas 1 million, même pas la moitié, tu vois, mais voilà. Et donc, il pourrait mettre ça et dire, ok, après je donne le reste, ou je sais pas, mais enfin. Mais c'est vrai que c'est un système, quand on y pense, c'est normal. Et je voudrais dire aussi un truc, c'est que j'ai remarqué que chez les nouveaux riches ou les riches soudains, il y a tout un écosystème de gourous, de pseudo-thérapeutes, tout ça, qui repèrent ces gens qui sont un peu vulnérables, en leur disant je vais vous aider à passer le cap, tout ça, et souvent c'est des gros escrocs. Voilà, donc il y a une vraie économie du désarroi post-argent, quoi. Voilà. Bah ouais. Voilà. Mais quand je te disais viens, on aurait pu travailler ensemble, c'est que vraiment je vois exactement ce que ça crée comme truc maintenant, tu vois. Et en fait, j'ai interviewé Sébastien au tout début du podcast. Là, je suis en train de me former, tu sais, à devenir
spécialiste de la relation à l'argent, Ouais. et d'aider les gens en fait. Et je vois exactement comment aider Sébastien, quoi, tu vois, aujourd'hui, parce que en fait, quand tu projettes autant de trucs, il suffit juste de déprojeter, tu vois, alors, juste entre guillemets, quoi, tu vois. Mais c'est pas si compliqué que ça, en vrai. Mais t'écouteras, si vraiment le sujet de l'argent t'intéresse, t'écouteras le podcast, parce qu'il y a vraiment plein d'histoires très différentes, quoi. Merci en tout cas. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent venir, mes auditeurs et mes auditrices de podcast peuvent venir te voir en particulier, sur lesquels tu as envie de les accueillir? Oui, alors, et si on veut parler argent, en plus, c'est twitch.tv/FibreTigre. Donc, en général, je stream de temps à autre, mais le mardi à 13h, je fais ma compta en direct. Donc, et vraiment, j'explique tout. Je dis, voilà, là, je suis allé dans un restaurant japonais, ça m'a coûté 18,90 €, voilà, dont tant de TVA, je le saisis, c'est passé ça, voilà. Est-ce que t'es assez à l'aise avec l'idée de recevoir de l'argent de tes abonnés Twitch? Parce que c'est un vrai truc, hein. Pour les gens qui connaissent pas Twitch, c'est une plateforme où il y a une culture de donner de l'argent à des créateurs que t'aimes, quoi. Je suis ultra à l'aise. Non seulement ça, mais en plus, je leur dis, oh, ça va, j'en vois qui sont là et qui donnent même pas, tu vois. Bon, parce que, alors, s'il y a quelqu'un que je sais pas très riche et qui donne, non, dans ce cas, je dis arrête, tu fais pas. Sinon, les gens qui donnent, souvent, ils sont riches. Et souvent, ils sont anonymes, d'ailleurs. Et, mais c'est très peu, en fait, l'économie. Je gagne, par les dons, je gagne 500 € par mois en moyenne. Donc, c'est sur beaucoup de gens. Donc, c'est assez peu. Je les dépouille pas, on va dire. Ouais. Parce que le gros. Je suis un streamer qui prend l'argent chez des clients institutionnels, donc, ou des banques ou des choses comme ça. Donc, moi, je suis très relax avec cette idée-là. Okay. Voilà. Merci, Fibre. Merci beaucoup, C'était adorable. Merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.